Bienvenue dans cette émission avec mon invité Jean H. Bonjour. Bonjour. Vous venez pour un livre que vous venez de faire paraître aux éditions L'Harmattan, La médecine personnalisée, une promesse à interroger. Alors, avant d'entrer dans le cœur du livre, on va parler un petit peu de vous. D'abord, Jean le savez peut-être, vous êtes un élu de Voisins-le-Bretonneux. Absolument. Depuis quelques années. Hein. Absolument. Mais vous êtes surtout un physicien, vous êtes spécialiste des biotechnologies, un des créateurs d'ailleurs du Généton, hein, c'est ça? Exactement. Du premier Généton qui avait servi pour le génome humain. Pour le génome humain. Voilà, on va reparler du déchiffrage du génome humain. Vous êtes spécialiste, c'est ça, des thérapies géniques, pardon. Et puis, après cette carrière scientifique, vous avez été passionné, vous étiez sans doute passionné déjà pour la philosophie, vous avez soutenu une thèse de philosophie qui s'appelle « Vers la prévention et l'anticipation de la pratique médicale, réflexion sur l'épistémologie des biomarqueurs dans le cas de la maladie d'Alzheimer ». Je cite tout le titre de la thèse, oui. Non pas que... voilà, c'est quand même pour des spécialistes, c'est de la philosophie, enfin, c'est de la philosophie des sciences, hein, c'est ce qu'on appelle... C'est de la philosophie des sciences, absolument. Des sciences, c'est l'épistémologie. C'est ça, hein, c'est la critique philosophique des sciences. Oui. Je dis ça parce que cette thèse, ou ce livre plutôt, c'est un peu la continuation, d'une certaine façon, de cette thèse. Vous êtes intéressé à la maladie d'Alzheimer dans la thèse. Là, vous étendez aussi à la maladie d'Alzheimer et aussi au cancer. Hein. Oui, vous interrogez ce que c'est la médecine personnalisée sur ces plans-là. Donc c'est ça, hein, il y a une continuation de votre travail, au fond. Oui, c'est une extension, en fait, sachant qu'Alzheimer, c'est un type de maladie, et les maladies sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus différentes, oui. Et ne posent pas les mêmes questions. D'où ma comparaison. Si vous voulez, les cancers comme la maladie d'Alzheimer m'ont servi un peu de comparatif. D'accord. Alors, avant d'entrer dans la problématique que vous faisiez dans le livre, qu'est-ce qui vous a passionné justement dans ce questionnement de la médecine et s'agissant de domaine scientifique, qu'est-ce que la philosophie peut nous apporter là-dessus? Si vous voulez, ce qui m'a amené en fait dans mes réflexions, c'est que j'ai ressenti une tension entre une approche purement scientifique de la médecine, oui. Et une approche beaucoup plus globale, de nature un peu plus philosophique de ce fait, prenant la personne dans son entier, dans sa globalité. D'accord. C'est cette tension. Mon analyse, si vous voulez, ça a été que réduire le patient à ses données scientifiques ne suffit pas. La personne est un être complexe, social, situé, et c'est ça que j'ai voulu analyser, cette tension. C'est ça, c'est-à-dire que, oui, on pourrait avoir tendance, étant médecin, étant scientifique, à ne considérer que les données scientifiques. Voilà. Vous dites, ça ne suffit peut-être pas. Non, alors je précise, vous l'avez dit d'ailleurs, je ne suis pas médecin. Hein, non. Je ne suis pas médecin, mais scientifique. Mais scientifique, oui, absolument. Mais là, vous interrogez la médecine. Hein, absolument. C'est pas un peu comme, vous savez, ce que disait Étienne Klein quand tous les gens... réagissait sur le Covid. Et il avait fait un petit pamphlet en disant « Je ne suis pas médecin, mais... Oui, » C'était tous les gens qui avaient des idées. Mais ça, c'est pas votre cas. Non. C'est une analyse justement philosophique de ça. Alors, il faut déjà interroger les mots. La médecine, on a tendance à considérer, c'était la tradition, que c'est fait pour soigner les maladies, que c'est curatif. Mais aujourd'hui, il y a d'autres médecines. Il y a la prévention qui est très importante. Absolument. Et il y a la prédiction. Absolument. Alors, expliquez-nous peut-être, parce que ça, c'est très important. Si vous voulez. Alors, d'abord, les techniques ont permis l'acquisition d'un nombre très important de données. Et ces données, évidemment, font l'objet de tas d'analyses statistiques et autres. Et ont mis en évidence que les uns et les autres ont ce qu'on a caractérisé comme facteurs de risque, par exemple, ont des facteurs de risque de certaines maladies, qui sont des facteurs de risque. C'est pas des certitudes, c'est basé sur des corrélations, sur des analyses statistiques. Mais si vous voulez, l'analyse du génome fait que chacun est porteur de mutations particulières et que ces mutations peuvent donner des probabilités plus importantes d'être atteint d'un cancer, d'être atteint d'une maladie neurodégénérative, etc. Oui. Et justement, alors, est-ce que les progrès de la génétique et notamment le séquencement du génome fait que maintenant on sait tout sur l'homme? Alors on connaît le génome, c'est vrai, mais on sait finalement très peu de choses.
Parce qu'il faut bien se rendre compte que le génome, c'est une information statique. On a notre génome dans toutes nos cellules, on a le même génome, mais ce génome ne s'exprime pas de la même façon dans toutes les circonstances. Et vous voyez, et il y a donc une différence entre l'information génétique qui est statique et la façon dont elle s'exprime qui est dynamique. Et cette expression dépend du mode de vie, dépend de l'environnement dans lequel on se situe, dépend des accidents auxquels on peut être soumis, etc. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est pas, enfin, le génome ne nous dit pas on est condamné forcément à avoir un cancer absolument ou avoir une maladie générative. Pas du tout. Il y a d'autres influences. Absolument, parce que les gènes que l'on a, on peut maîtriser ou ne pas maîtriser, parce que c'est pas aussi simple que ça, son expression. Or, c'est l'expression de certains gènes qui peut créer des maladies. Mais si on évite l'expression de ces gènes, évidemment, on se protège. D'où la prévention, quand même. D'où la prévention, absolument. Parce qu'on peut aussi prévenir mais les si maladies. J'en profite pour faire une remarque quand même. Vous savez que le génome étant aujourd'hui facile à séquencer. C'est facile et ça coûte pas cher. Et c'est pas cher. Raconter pour $1000. Voilà, $1000, on peut avoir son génome. génome. Et si vous voulez, il y a beaucoup de personnes qui envoient un peu de salive à des sociétés aux États-Unis. Par Internet. Voilà, récupèrent des mutations. Mais le problème, c'est que ça n'est pas interprété. C'est des données brutes. Oui. Et à mon avis, c'est un peu dangereux pour les personnes. Ah oui, d'accord, oui, parce qu'après, il faut de l'auto-interprétation. Oui, parce qu'il faut, voilà. On va vous dire, vous avez X% d'avoir le diabète. Résultat, vous dites, j'ai le diabète. Mais pas du tout. Oui, voilà. C'est comme aussi, vous voyez, l'exemple, le cholestérol, par exemple, c'est assez intéressant. Oui. Les gens qui ont du cholestérol, ils considèrent qu'ils ont une maladie. Or, ils ne sont pas malades. Il y a un facteur de risque. Il y a un facteur de risque. Voilà. Mais c'est quand même. Ça fait partie de la prévention, on est bien d'accord. On va en parler après, parce que justement, dans la conclusion, vous êtes assez modéré sur peut-être les progrès de la médecine. Mais on va en reparler. Il y a quand même. Vous parlez à un chapitre où vous insistez aussi beaucoup sur le mot savoir, parce que c'est important, le savoir sur l'homme, le savoir sur ce qu'on sait. Et on se souvient évidemment, Foucault avait fait le lien entre le savoir et le pouvoir. Et on se rend compte qu'au fond, les investisseurs, les gens qui investissent le plus dans le milieu de la santé et de la médecine, ce sont les patrons des GAFAM, ce sont les milliardaires des GAFAM. Est-ce que c'est une façon pour eux, à votre avis, d'avoir le pouvoir ? Je sais pas, mais enfin, j'ai pas la réponse vraiment à cette question, délicate d'ailleurs. Mais effectivement, il faut se rendre compte aussi que dans le domaine de la médecine, c'est un domaine au jackpot, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a beaucoup de risques de ne jamais aboutir, mais si on aboutit, on gagne le jackpot. Voilà. Ouais. Et les gens qui sont dans les GAFAM et autres, c'est un peu leur plaisir à eux de faire des paris. Ils ont les moyens de les faire. Mais ils aiment bien les faire. Oui, ils aiment bien les faire, voilà. Oui, absolument. Voilà. Alors, parlons aussi, alors on parlait du mot médecine, mais médecine personnalisée. Alors, médecine personnalisée, on se dit, au fond, c'est ce qu'on appelle le colloque singulier entre le patient et le médecin. C'est déjà ça. Mais vous dites, ça va plus loin que ça. C'est autre chose aussi. Ça va plus loin que ça, parce que dans le mot personnalisation, il y a le dialogue médecin-patient, ça c'est vrai, le dialogue singulier, mais il y a aussi le souci de définir les traitements adaptés à la personne en fonction de ses données personnelles, de ses modes de vie, de ses données génétiques, de ses données physiologiques. Vous voyez ? D'accord. Donc le mot... Alors, c'est vrai que le mot personnalisé nécessite de définir ce que c'est qu'une personne. Et une personne, c'est quelqu'un de singulier, très différent, on est tous différents les uns des autres, mais qui est aussi un être social dans un environnement. Et tout cet environnement doit être pris en compte dans la façon de traiter une maladie. Mais vous dites aussi que la médecine personnalisée, c'est aussi, je vous cite, une médecine stratifiée qui subdivise la population en sous-groupes. Alors, ça, c'est, disons, une définition de départ de la médecine personnalisée. Parce qu'au départ, la médecine personnalisée, c'était pas, comme je dis, l'individu, c'était de classer les individus en sous-groupes de plus en plus étroits, de façon à définir des traitements qui ne soient pas universels, mais qui soient adaptés à une tranche spéciale de la population. Et c'est ça la stratification, c'est de classer les individus en fonction de leurs données génétiques dans des tranches. Et la médecine personnalisée, c'est pas tout à fait la médecine individualisée.
Non, non, non. Justement, non, puisque non, vous dites, voilà, c'est des sous-groupes, voilà. la médecine individualisée, Alors, c'est l'individu, justement. Alors. Voilà, c'est l'individu. Et c'est là, justement, il y a le mot personnalisé est très polysémique, en fait. Et dans la pratique, Oui, les gens pensent que c'est adapté à la personne. Voilà. C'est Alors, pour moi. alors, dans la pratique, c'est simplement ciblé sur une classe de personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Mais ça peut avoir son intérêt, d'ailleurs. Ça a beaucoup d'intérêt, bien sûr. Hein, oui. On fait d'ailleurs beaucoup de recherches Vous comme savez, ça avec il y a des populations. l'exemple très connu sur le cancer du sein, par exemple, le fameux Herceptine de Roche. Ben, il n'est adapté, n'est intéressant que pour certaines personnes, que certaines femmes qui ont un certain gène qui permet une surexpression de quelque chose. Alors, vous penchez sur donc, deux types de maladies, je l'évoquais tout à l'heure un petit peu, les cancers et puis les maladies dégénératives, notamment l'Alzheimer. Oui. Pourquoi ce choix-là? Alors, pourquoi? Parce que d'abord, je pense que l'important, c'est quand même les maladies longue durée. D'accord. Les maladies chroniques, longue durée, c'est pas les maladies, évidemment... oui, c'est pas un rhume. Voilà, c'est pas un rhume, voilà. Donc c'est ça. Et je pense que la génétique a fait beaucoup de progrès sur les cancers. Absolument. Et ces progrès sur les cancers ont conduit à des thérapies vraiment adaptées au cancer d'un individu. Donc c'est d'ailleurs dans tout ce qu'on entend parler, quand on parle de médecine personnalisée, très souvent on réduit ça au traitement contre les cancers. D'accord. Bon, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à l'inverse, il y a des maladies type les maladies neurodégénératives, qui sont aussi des maladies évolutives sur des très longues durées. Bien sûr. Et pour lequel l'explication par le génome, par les gènes, n'est pas du tout au point. D'accord. Peut-être que ça viendra. Il y a des mais pour l'instant, on ne peut pas dire. Voilà. Vous avez le gène qui fait que vous avez la susceptibilité forte d'atteindre Alzheimer, d'avoir Alzheimer, etc. Voilà, on ne sait pas. Or, c'est une famille de maladies, et évolutives aussi, qui perturbe évidemment beaucoup les individus et leurs familles, de même qu'un cancer. Donc c'est pour ça, c'est ce distinguo. J'ai pris ces deux maladies neurodégénératives et cancer comme des exemples de thérapie. D'un côté parce que le cancer est très étudié partout, et de l'autre côté parce que l'Alzheimer est une maladie qui est très étudiée aussi, mais pour laquelle le niveau de connaissance est beaucoup plus faible. Quelle conclusion générale vous tirez de ce travail que vous faites ma conclusion générale, c'est que sans nier l'apport des techniques, des équipements, des big data, des traitements informatiques, etc., qui conduisent à des projets, à des progrès très importants au point de vue des traitements et des médecins. La conclusion que je retire, c'est qu'il faut éviter de n'aller que vers ça. D'accord. Et qu'il faut prendre la personne dans sa globalité, qu'il faut écouter la personne, la façon dont elle exprime ce qu'elle ressent dans sa maladie, etc. Et il faut l'accompagner. Et c'est pour ça que je fais bien la complémentarité entre le soin, le cure, et le prendre soin. Et le prendre soin, absolument. Parce qu'en plus, ce que je considère, c'est que les progrès, par exemple, contre les cancers, il y a quand même beaucoup de gens qui guérissent du cancer, mais les gens considèrent qu'après avoir guéri d'un cancer, ils redeviennent comme ils étaient avant. Or, ce n'est pas vrai. Tout à fait vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est là où l'accompagnement et le prendre soin, même après la maladie ou même en phase de rémission, est très important. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent, comme beaucoup, qu'on est quand même à un stade où il va y avoir d'immenses progrès de la médecine et qui vont aboutir sur un allongement de la vie assez considérable? Moi, je pense effectivement alors, considérable, non, je ne crois pas. Ça dépend, ça dépend de ce qu'on appelle considérable. On va vivre 150 ans sans problème. Ça, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Ou en tout cas, si on y arrive... Il y a des recherches là-dessus. Oui, bien sûr, mais j'y crois pas. Est-ce que vous dites un peu en conclusion? Vous dites l'avenir n'est pas certain, quoi. Non, moi je pense que, si vous voulez, le vieillissement, il est réel. Notre espérance de vie, elle est plus importante que ceux de nos parents, c'est clair. Bien sûr. Bon, mais l'allongement de vie n'a de sens que si on vit bien.
Oui, Voilà. mais c'est ce que Voyez, les non, recherches disent mais on va pouvoir vivre 150 ans comme si on avait 50 ans. L'objectif 150 ans n'a pas beaucoup de sens en soi. Ouais. Effectivement, dire. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de médecine curative, de médecine préventive, de médecine prédictive, Prédictive, ouais. mais il y a aussi de la médecine régénérative. Régénérative, absolument, Hein? qui arrive aujourd'hui. Bien Justement, sûr. Quelle est votre position sur le transhumanisme, sur l'homme augmenté, Alors, sur Alors, l'homme augmenté, pour moi, c'est un peu différent du transhumanisme. D'accord. Hein, l'homme augmenté, effectivement, c'est une façon de soigner, au fond. Oui, différente, c'est une façon de compenser ses propres organes par des organes artificiels qui permettent de rester bien. Le transhumanisme, c'est différent. Enfin, c'est un peu, c'est aller plus loin. C'est de considérer que nous sommes des hommes. Biologiques, des hommes biologiques avec un corps, etc. On va pouvoir dépasser la biologie. Et que l'on va pouvoir définir un homme nouveau, entre guillemets, qui sera d'ailleurs probablement déconnecté de son corps. Alors après, évidemment, est-ce qu'on va se contenter du cerveau de l'individu, il n'aura plus de corps, etc. Ou est-ce qu'on aura un corps artificiel, on fera comme si... Ouais, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quand même quelque chose... à surveiller, mais ne pas considérer comme c'est une évolution obligatoire. C'est ce que vous dites un peu en conclusion, qu'on aura peut-être des surprises sur l'évolution. Voilà. En tout cas, c'est un domaine absolument passionnant, parce qu'on est à une période où, évidemment, tout peut changer. Quoi. Ah oui, et comme jamais ça n'a été le cas dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Absolument. Merci infiniment, Jean-H. Je rappelle le titre de votre livre, La médecine personnalisée, une promesse à interroger, et c'est aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup. Je vous remercie.